Je vous laisse peut-être présenter. Laura, Ça a fonctionné, oui. Donc bonjour à tous, Laura Renaud. Donc, je suis CPE dans un collège à Écaudin, tout près de Denain. Je ne sais pas si vous connaissez au niveau du secteur. Donc un collège REP de 500 élèves. Voilà, donc j'enchaîne tout de suite sur les missions. Ouais. Donc au niveau des missions, vous les connaissez certainement déjà. On pense déjà, la première mission, c'est l'organisation de l'espace et du temps de la vie scolaire, l'organisation du service. Donc on pense au recrutement des assistants d'éducation, aux objectifs aussi du service et à l'ambition qu'on veut pour notre service. Quel objectif on va essayer d'atteindre, quelles ambitions en lien avec le projet de l'établissement, évidemment. Donc on ne travaille jamais seul, on a notre équipe d'assistants d'éducation. Et donc déjà en amont du recrutement, on va penser à quel type de profil d'AED on souhaite avoir à nos côtés. Donc en amont du recrutement, si vous êtes à plusieurs collègues au niveau de l'équipe, c'est ce à quoi on va penser. Quel type de profil on va essayer de recruter pour que l'équipe fonctionne. Ensuite, on a aussi un rôle de manager et de pilote de cette équipe. Et donc tous les objectifs, les ambitions qu'on tend à atteindre, on va avoir le rôle d'impulser les choses auprès de l'équipe. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Ensuite, on va bien sûr contribuer à la réussite de tous les élèves, à leur épanouissement, au bien-être. Et donc, on va travailler avec l'ensemble des collaborateurs, depuis le premier degré jusqu'après, enfin moi pour être en collège, depuis le premier degré, que les collègues du premier degré, pour penser déjà à l'intégration des enfants, des élèves à leur accueil, et puis ensuite développer leurs projets personnels, et ensuite les orienter et faire en sorte qu'ils atteignent leur projet personnel. Et puis enfin, on participe aussi à la politique de l'établissement. Donc on a vraiment un rôle de conseiller auprès de notre chef d'établissement pour pouvoir développer les choses au sein de l'établissement, quels objectifs l'établissement veut atteindre dans le cadre du projet d'établissement et comment la vie scolaire peut tendre à atteindre ces objectifs. Voilà, donc pour les missions essentielles. Bonjour à toutes et tous, donc Ludovic Bourniquel, directeur de l'IME Léo Lagrange à Anzin dans le Pas-de-Calais et donc géré par l'association La Vie Active. Donc fonction de directeur, bon, je ne vais peut-être pas tout développer, hein, gestion RH, gestion budget, le projet établissement, les relations avec les partenaires, les relations avec l'éducation nationale, l'éducation avec les services de tutelle, enfin bref, un certain nombre de choses. Je pense par contre, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'également l'établissement, donc je vais le présenter très rapidement, on accueille des jeunes entre 12 et 20 ans, avec pour la majorité donc une déficience intellectuelle. Et depuis 4 ans désormais, on accueille également des jeunes avec du trouble du spécifique de l'autisme, donc TSA, et donc avec toute cette politique de changement qui a été amenée à mettre en œuvre. Dans le cadre de la relation avec l'éducation nationale, donc l'établissement a également 3 U2E, donc je pense que le collègue en parlera de manière beaucoup plus détaillée que moi, je vais lui laisser la parole là-dessus. Donc une U2E collège, 2 U2E en lycée professionnel. Et depuis très peu de temps, donc depuis le mois de septembre, nous avons ouvert une autorégulation collège. Donc on est pour le département du Pas-de-Calais le seul établissement à le mener. Il y en a un qui a été ouvert il y a 3 ans sur le département du Nord à Saint-Amand-les-Eaux exactement. Et donc là, depuis septembre, voilà, l'autorégulation, donc qui correspond à l'accompagnement de jeunes ayant un diagnostic TND, donc trouble du neurodéveloppement diagnostiqué, et pour lesquels donc on va amener une équipe psychosociale, on va dire ça comme ça, à travailler en collaboration avec l'ensemble des professionnels du collège pour justement essayer de travailler sur toutes les problématiques émotionnelles que cela peut générer. Entre autres, je schématise, mais c'est un petit peu l'idée. Sachant, à l'inverse d'un établissement comme le mien, donc un IME, là ce sont des jeunes qui sont dans leur classe d'âge, leur classe de niveau. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de jeunes qui ont des particularités cognitives ou quoi que ce soit. Ce sont vraiment des jeunes qui sont en capacité de suivre une scolarité classique, mais il y a d'autres spécificités qui les perturbent parfois ou qui peuvent perturber la classe et pour lesquelles on se doit d'intervenir pour améliorer un petit peu le système.
Voilà brièvement. Bonjour à tous, je suis donc du coup Nathalie Yayaten, je suis proviseure des lycées des métiers de l'automobile. En unité de direction, il y en a un qui est situé au lycée Mongy de Marc-en-Barœul, un autre qui s'appelle le lycée Savary à Wattrelos. C'est ma deuxième rentrée. Auparavant, j'étais principale d'un collège d'éducation prioritaire renforcée à Oisem, qui était aussi chef de file de cité éducative. Et encore auparavant, j'étais proviseur adjoint dans 2 lycées différents et ancienne conseillère principale d'éducation. Donc bien, les missions de chef d'établissement, peut-être qu'elles sont moins obscures pour vous, mais pour corroborer les propos de la collègue, j'administre donc un établissement, j'y représente l'État, je le fais en lien avec les autorités de tutelle et je lance un pulse, anime le projet d'établissement qui amène une forme de gouvernance et de grands objectifs sur la conduite de la politique éducative et pédagogique de l'établissement. Et on en parlera certainement encore davantage juste après en ce qui concerne les collaborations qu'on peut mener dans ce cadre-là. Donc bonjour. Ouais, c'est bon. Donc bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Lise Meurice, je suis à l'origine professeure de PS. Actuellement, je partage mon temps entre la coordination du NULIS lycée professionnel sur un établissement lensois, sur un LP, et l'autre partie de mon temps sur le service école inclusive du rectorat, en fait, de Lille. Voilà, donc en termes de mission sur la coordination de l'ULIS, ça va plutôt être sur la sécurisation du parcours du jeune, que ce soit tant qu'il est dans l'établissement, mais aussi avec un accompagnement vers le monde professionnel, puisque forcément je suis en lycée pro, donc c'est c'est vraiment un des objectifs, c'est de rendre l'élève acteur de son projet professionnel, de l'accompagner du mieux possible au regard de ses points forts et de ses points d'effort, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc avec un gros travail de partenariat à l'intérieur de l'établissement, mais aussi à l'extérieur, que ce soit le monde de l'entreprise, le monde médico-social et autres, on y reviendra après. Et au niveau des missions plutôt du rectorat, donc là on est aussi sur des missions d'accompagnement des jeunes. Hein. Le jeune, il est toujours, le projet du jeune en tout cas, il est toujours au centre des préoccupations au regard de ses besoins. Et là, on est sur une échelle peut-être un petit peu plus large, puisqu'on va répondre à des besoins qui sont exprimés au niveau du terrain. On va venir en réponse à des questions diverses et variées qui concernent le jeune pour une scolarité réussie et une insertion professionnelle. Donc ça peut être aussi sur de l'aménagement d'examen, on peut venir en soutien, il y a des commissions. Enfin, les missions sont beaucoup plus larges, mais toujours avec pour objectif l'insertion professionnelle des jeunes, ou en tout cas un parcours scolaire sécurisé, en particulier au niveau des transitions, puisque je suis sur le premier degré, mais aussi sur le second. Et on verra aussi que même si on a quelquefois des difficultés de fonctionnement, enfin en tout cas de cultures différentes sur les différents secteurs, on a aussi des particularités entre le premier degré et le second degré. Et il y a aussi là tout un travail à faire justement d'acculturation pour pouvoir fonctionner correctement ensemble. Donc bonjour, Stéphane Kopman, moi je suis éducateur au sein de l'IME Mermoz de Bully-les-Mines et j'emmène un groupe de 14 jeunes en U2E au collège de Bully-les-Mines. Donc ces 14 jeunes sont déficients intellectuels, handicapés, élèves à besoins éducatifs particuliers, vous les appellerez comme vous voulez. Ma principale mission, c'est de veiller à leur sécurité et à la réussite de leur projet de socialisation. Je n'ai avec eux aucune obligation de résultat, contrairement à vos professeurs avec qui vous aurez à travailler dans vos fonctions, qui eux ont pour nécessité de suivre un programme. Nous, on s'adapte vraiment aux capacités de chaque jeune et à la réussite de son projet. L'objectif étant de ne pas le remettre en échec une deuxième fois dans son parcours scolaire. Si je parle plus en lien avec votre fonction future ou actuelle, ma responsabilité est de veiller à la circulation de l'information au sein du collège et en lien également avec mon établissement et les familles. Voilà.
Merci beaucoup. Ce qu'on voulait dans un premier temps, c'est peut-être que vous reveniez un peu sur un partage d'expérience, notamment sur la manière dont vous participez au travail collaboratif avec d'autres professionnels dans l'éducation nationale, mais aussi en dehors de l'éducation nationale, dans le cadre de la scolarisation de tous les élèves. Ce que je vous propose, c'est que Nathalie, tu commences. Très bien. J'aimerais que vous attirez votre attention sur l'EPLE, dont parfois on oublie sa signification, établissement public local d'enseignement. Et ce qui me semble important dans la thématique de cet après-midi, c'est le L, local. C'est qu'en fait, même si l'école doit continuer à être sanctuarisée dans plein de dimensions, et notamment celui de la sécurité, il ne peut pas se fermer de son environnement. Et c'est toute la dynamique qu'on doit retrouver dans un projet d'établissement. Un établissement ne va pas fonctionner comme un autre parce qu'il ne sera pas sur le même territoire. L'établissement doit évoluer par rapport à son public, doit s'adapter et doit aussi être très en écoute et en réponse des problématiques territoriales sur lesquelles il est ancré. Et à ce niveau-là, c'est extrêmement important de pouvoir vraiment, que ce soit en éducation prioritaire renforcée, ça c'est encore plus, c'est décuplé, mais même dans un collège qui n'est pas en éducation prioritaire, même dans un lycée professionnel, on est toujours en lien avec d'autres politiques publiques, parce qu'on est dans une commune, on est en lien avec un conseil départemental, régional, mais aussi on est en lien avec un tissu associatif. Quand on est en lycée professionnel, on est en lien avec des entreprises. Et ce lien, il doit être alimenté par toutes les personnes qui gravitent au sein de l'établissement. Et tout à l'heure, Nathalie parlait du CPE au carrefour des relations entre les différents collaborateurs au sein de l'établissement. Mais je dirais que le CPE est également au carrefour de toutes ces relations à l'extérieur de l'établissement. Et c'est aussi ça qui fait la richesse du métier que j'espère vous allez réussir tous à vivre, puisqu'en fait c'est un métier qui vous amène à sortir régulièrement, à faire entrer aussi des partenaires, parce que encore plus aujourd'hui qu'avant, l'école ne peut pas réussir seule la sécurisation des parcours de l'élève. Le PLE gravite, c'est un système, le jeune passe autant de temps dans le système de l'école, mais il n'y a pas que le système de l'école dans lequel il évolue. Il peut participer à des clubs de sport, il peut faire des activités extrascolaires dans le cadre d'un centre social, il peut en effet avoir des rendez-vous médicaux avec des professions paramédicales, et il est important pour que ce jeune puisse bien grandir, que l'ensemble des acteurs se connaissent idéalement, mais surtout parlent d'une même voix ou ait en tout cas un discours très cohérent. Et c'est bien ça qui va faire que le jeune va réussir à bien grandir, à s'identifier sur des modèles plutôt positifs, malgré peut-être des difficultés de naissance liées d'ailleurs à son territoire, sur lequel pour le coup il n'avait pas d'impact et pas de choix. Et c'est vraiment important d'avoir ça en tête, parce que c'est ça qui, à mon sens, fait toute l'énergie positive qu'on peut donner au sein du système d'un EPLE, bien en lien avec d'autres politiques publiques de son territoire, mais pas que des politiques publiques. Si je vais vous citer quelques exemples, en éducation prioritaire renforcée, donc le fameux REP+, qui là pour le coup doit vraiment être ancré dans son quartier, quand on est en cité éducative, ça prend une autre dimension, cité éducative. Il s'agissait de créer un village éducatif pour faire en sorte que l'ensemble des politiques publiques soient à même de bien tenir vers un sens qui permet de s'épanouir et de s'émanciper des jeunes allant de 3 ans à 25 ans. On travaillait vraiment en horizontalité avec des directeurs de centres sociaux. Et avant de se lancer dans cette dynamique-là, on pouvait par exemple entendre des discours qui venaient du collège qui disaient « Ah oui, mais de toute façon, l'élève, quand il va faire son DM au centre là-bas, faut pas se voiler la face, ce sont les éducs qui font les devoirs à sa place ». Et puis en même temps, on pouvait entendre au sein du centre social « Ah non, mais de toute façon, les profs, ils savent pas gérer les élèves, ils les sanctionnent, ils savent même pas que le jeune vit à 5 dans une chambre, qui n'a pas de conditions de travail. » En fait, si on n'y fait pas attention, on va donc du coup alimenter chacun dans ses propres difficultés
des représentations que nous avons les uns sur les autres, sauf que le jeune et sa famille, qui parfois est d'ailleurs en défiance vis-à-vis de l'éducation nationale, va être fragilisé par ces discours contradictoires. Et donc du coup, ça va aider finalement ni le centre social, encore moins l'éducation nationale, qui en plus est le représentant de l'institution sur un territoire. Tout ça, ça ne va pas aider, ça va surtout nuire à ce jeune qui ne trouvera pas de cohérence, qui ne se sentira pas en sécurité parce qu'il aura des discours contradictoires. On sait bien que si école et famille n'ont pas le même discours, c'est le jeune, in fine, qui va se retrouver en difficulté. Mais finalement, c'est la même chose avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour d'un jeune. Donc au plus on réussit à travailler en horizontalité, au plus on partage les difficultés et forcément, au plus on peut espérer en sortir. Et c'est vrai qu'à travers, Nathalie l'a dit, un dispositif comme Devoirs Faits, oui, on peut en effet faire son petit dispositif Devoirs Faits au sein de son établissement. On en a cherché la bonne volonté de tel prof, des assistants d'éducation. Mais si à un moment donné on se dit mais pourquoi on ne le ferait pas avec le centre social qui va refaire la même chose en fait juste après, finalement ça fait grandir tout le monde parce que les enseignants vont pouvoir expliquer des méthodes d'apprentissage à des jeunes en service civique qui veulent rendre service auprès d'autres jeunes au sein du centre social, et puis ça permet encore une fois de montrer à une famille qu'on est main dans la main à être ensemble, à pouvoir dépasser des difficultés qui sont celles qu'un jeune peut rencontrer à l'école. Donc vraiment, ça c'est extrêmement important. Je vais prendre un autre exemple et après je lâche le micro. Sur un lycée professionnel, par exemple, là aussi, la place d'un CPE au sein de la construction du parcours à venir. Là, actuellement, on se dit que finalement, un jeune qui arrive en lycée professionnel, donc je découvre avec lui les métiers de l'automobile, mais en fait, nous, école, on a vocation à ouvrir le champ des possibles. Le jeune va se dire « Ah oui, la mécanique, j'aime bien ça. Ah, je vois plein de concessions sur le boulevard des Fusillés à Villeneuve-d'Ascq. Ou je vois que papa ou tonton ou tata adore la mécanique, donc je vais me projeter sur un métier de mécanicien. » Sauf que nous, on est bien là aussi pour ouvrir le champ des possibles. Et les enseignants ne sont pas des psychologues d'éducation nationale. Le CPE, même s'il est adroit sur le site de l'ONICEP, ne connaît pas l'ensemble des métiers. Donc ça peut aussi être intéressant à un moment donné de dire aux entreprises « venez, il y a un truc qui s'appelle soutien au parcours. On va organiser avec vous des rencontres et vous allez vous-même expliquer à un jeune l'ensemble des métiers que vous avez au sein de votre entreprise. Et on sait aussi que le jeune a aussi besoin d'avoir d'autres têtes que les nôtres qu'il voit à longueur de temps et que parfois il a davantage d'attention et qu'à parfois il se permet de poser des questions, notamment liées au salaire en général, qui ne s'autoriserait pas à poser à d'autres membres de l'éducation nationale. Donc on a toujours tout à y gagner à essayer de travailler le plus en ouverture. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien, comme le disait Nathalie tout à l'heure par rapport au collectif, il faut bien se fixer des règles, il faut bien avoir en tête qui est responsable de quoi, jusqu'où nous allons, qui a le domaine de quoi, et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Je vais prendre un autre exemple, parce qu'il y a bien entendu des difficultés. À un moment donné, le centre social souhaitait faire des actions sur expliquer la laïcité auprès de jeunes collégiens. Et là, j'adore travailler en équipe, et là, je dis non. Là, la laïcité, c'est la République, et la République, comme dirait l'autre, c'est nous. Donc, du coup, c'est nous, avec le cours de MC, avec les formations que nous avons, qui allons inviter, à un moment donné, à mieux comprendre cette notion complexe de laïcité. Je ne dis pas qu'on ne va pas le travailler avec vous, mais là, pour le coup, c'est vraiment propre à la République, c'est un principe fondateur, et je ne peux pas déléguer ce principe-là à une association, quelle qu'elle soit, malgré ses bonnes compositions et ses bonnes intentions. Donc, vraiment, voilà. Et là, encore une fois, vous avez cette chance de vouloir être CPE, et qu'à l'heure actuelle, le CPE ne peut plus rester dans son bureau, c'est une évidence, mais il ne peut même plus rester que seulement dans son établissement scolaire. Donc j'espère, on en reparlera peut-être plus tard. Je rebondis sur ce que dit la collègue. Effectivement, ce qu'on peut vous conseiller quand vous arrivez dans un établissement, c'est aussi de se renseigner sur ce qui existe localement. Il existe toujours quelque chose, une initiative, une association. Donc localement, il existe toujours quelque chose et de s'appuyer là-dessus.
Alors pour vous donner un exemple, au sein de mon établissement, au sein du territoire sur lequel j'exerce, il y a un PRE, un projet de réussite éducative donc, qui est piloté par la commune, avec des éducateurs spécialisés, une psychologue, une sophrologue, qui offre aux familles, sur le principe de la libre adhésion, un accompagnement à la parentalité, des ateliers de parole et qui accompagne aussi personnellement les familles qui sont en difficulté. Nous avons créé avec ce PRE un partenariat également pour que lorsqu'un élève est exclu temporairement et que les parents travaillent ou ne peuvent pas l'accueillir, l'enfant puisse être accueilli au sein du PRE. Ça permet de garder le lien avec l'enfant et aussi peut-être de mettre un pied au sein du service pour une famille qui peut être en difficulté. Donc ça peut être un exemple d'initiative et de collaboration qui est intéressante pour l'établissement, pour le jeune et pour sa famille. Voilà. Alors je ne vais peut-être pas rebondir de la même manière sur le même sujet. Pourquoi? Je vais rester quand même sur l'autorégulation parce que ça me semble important également. L'autorégulation, c'est un projet qui est coporté par le SMS et par le collège. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises d'un commun accord entre les deux directions. Alors, je le mets en préalable parce qu'à partir de ce moment-là, ça devrait normalement pouvoir aider les relations qu'on pourrait avoir entre travailleurs sociaux, éducateurs et également enseignants. Par contre, je pense qu'au départ, on a eu une mauvaise lecture. On a parlé des enseignants. Bon, non, c'est une autorégulation collège. Et donc forcément, les CPE ont toute leur place dans ce type de dispositif. Et également tous les AED. Je crois qu'à un moment, on aurait trop vite fait de résumer les relations entre les ESMS et l'éducation nationale à ce qu'il se passe entre les éducateurs et les enseignants. Aujourd'hui, l'autorégulation est possible parce qu'on a réussi, dire ça comme ça, à créer une synergie. On a suivi tous la même formation. Voilà. L'éducation nationale a accepté pendant 2 fois 3 jours les élèves du collège ne soient pas en temps de classe pour permettre aux enseignants et à l'ensemble des acteurs qui allaient démarrer l'autorégulation à suivre une formation pour qu'on parle bien des mêmes choses. Vous en parliez tout à l'heure dans l'intervention sur la culture commune. Voilà, c'est quelque chose qui a été un principe de base. Ça, on a commencé comme ça. Et étaient présents, effectivement, CPE, étaient présents également les infirmières, voilà, tout le monde était présent. L'avantage peut-être de ce type de choses, c'est qu'on va essayer de dépasser ce qui pourrait effectivement faire tension. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même porte d'entrée au départ. Enfin, moi, je reste persuadé de ça. Je pense qu'un enseignant, au départ, on lui demande d'enseigner le français, les maths, une matière, etc. Un éducateur, on lui demande de prendre effectivement le jeune dans sa globalité. Finalement, j'aurais tendance à dire qu'entre un CPE et un éducateur, on n'a pas les mêmes missions, il n'y a pas les mêmes choses au départ, mais par contre, il y a quand même des points de convergence. Néanmoins, depuis pas mal de temps, désormais, on s'aperçoit également qu'on a des enseignants qui prennent de plus en plus aussi la globalité du jeune en face d'eux. C'est-à-dire que quand on parle avec des enseignants, on n'a pas toujours que la notion élève, on a aussi la notion de jeune et d'adolescent, comme vous avez pu le nommer tout à l'heure. Et c'est là-dessus, qu'on nous, en tous les cas, sur lesquels on va s'appuyer. On va essayer de travailler effectivement sur ces notions-là. La chance que l'on a, et après... je laisserai la parole et je pense que ça viendra dans le débat. Donc l'autorégulation nous permet d'avoir un enseignant détaché pour justement faire du lien entre l'équipe ESMS et les enseignants, puisque l'idée, c'est d'aller dans les classes et de pouvoir observer le jeune dans ces moments de classe pour voir un petit peu comment on peut aider l'enseignant et surtout les jeunes à s'autoréguler, donc à trouver des astuces, des outils, etc., pour rester le plus élève possible. Je vais dire ça comme ça, si vous me permettez la manière de dire. L'enseignant, finalement, qui a été retenu, c'est un enseignant qui avait fait la bascule pour être CPE et qui donc, a été CPE de ce collège pendant 8 ans, je pense, et qui a demandé, qui a eu le poste pour être l'enseignant surnuméraire. Voilà. Avec un gros avantage pour nous, c'est que là, à l'inverse, par rapport à d'autres enseignants ou quoi, elle connaît tous les rouages de l'établissement, elle connaît tous les partenaires extérieurs à l'établissement,
Elle a eu aussi des relations avec les familles, donc avec aussi les familles qui sont déjà, en tous les cas, qui avaient peut-être des prédispositions, ou des jeunes qui avaient des prédispositions pour entrer dans l'autorégulation, puisque certaines spécificités. Donc elle connaît déjà ces familles-là, et elle connaît aussi tous les enseignants, parce qu'elle a été amenée à un certain moment à accompagner ou à soutenir les enseignants par rapport à des jeunes avec des troubles du comportement ou avec des difficultés relationnelles, ou alors avec des jeunes complètement introvertis, parce qu'il y a ça aussi. Souvent on parle des jeunes qui ont des troubles du comportement, c'est-à-dire qui s'agitent, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui restent au fond de la classe ou qui sont mutiques et qu'il faut aussi aller chercher. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est bien ensemble. Et là, pour le coup, notre enseignante est une ancienne CPE. Je trouve ça plutôt intéressant par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais il est vrai que le tissu social est très important, très utile à maîtriser et à développer, ce qui fait partie aussi du rôle des CPE et de certains enseignants qui s'en donnent les moyens. Moi, l'ouverture de l'U2E, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour notre établissement. Ça nous a ouvert plein de portes, plein de moyens supplémentaires. Ça a développé notre réseau et on a également développé le réseau du collège. C'est-à-dire qu'on est en appui dans leurs locaux, qui nous mettent à disposition, mais aussi aide et soutien envers eux, parce que notre expertise des situations peut-être plus compliquées, des situations où on a peut-être déjà suivi la famille, où nos services sociaux sont déjà allés au domicile, nous permettent d'avoir plus d'informations à partager et à améliorer la collaboration entre le SMS et les établissements scolaires. Oui, donc très très rapidement, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc moi j'interviens, comme je le disais, sur un dispositif Ulysse, donc avec des élèves en situation de handicap dans l'établissement, pour lesquels le projet il est vraiment global, puisque l'objectif c'est vraiment l'insertion professionnelle. Et du fait, on est amené aussi à travailler avec tous ces partenaires, et les CPE en particulier, en tout cas dans notre établissement, sont vraiment le point central. En fait, c'est vraiment le point d'attache. On travaille vraiment avec eux pour faire le lien avec les différents partenaires. De manière générale, les CPE ne sont pas plus impactés que ça par l'accueil de nos élèves, je reprends ce terme accueil volontairement, dans l'établissement, mais pour certains élèves, il va y avoir une vigilance quand même un petit peu plus importante sur leur entrée dans l'établissement, sur les moments où ils vont devoir se présenter en PFMP, période de formation en milieu professionnel. Du fait, il va y avoir une interface aussi avec les chefs de travaux, des DFPT, appelés maintenant des DFPT, etc., dans les établissements. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fait en commun, en collaboration. Donc nous, dans l'établissement, dès qu'un jeune arrive dans notre établissement, donc il passe de la 3e, il arrive chez nous en lycée pro, il y a une concertation entre tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on fait une réunion avec le jeune. Bien sûr, c'est lui le premier concerné, donc il est dans la boucle forcément. La famille, on voit avec eux si certains acteurs interviennent dans le projet pour pouvoir continuer à créer un projet cohérent. On fait intervenir du fait les différents personnels du monde médico-social s'il y a des gens qui accompagnent. Et aussi, on interpelle aussi le CPE, l'infirmière, l'assistante sociale, vraiment tous les personnels pour qu'on ait une vision globale du jeune et qu'on puisse avoir des regards croisés pour réfléchir le mieux possible. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur la globalité du jeune et pouvoir aussi, du fait, en fonction des observations, des regards croisés qui auront pu être réfléchis, en tout cas mis en commun et pour lesquels on pourra dégager certains points d'appui, certaines difficultés, pouvoir aussi ensuite aller vers le monde de l'entreprise avec un regard qui est assez aiguisé, des critères précis pour que le jeune soit aussi en réussite lorsqu'il va aller en entreprise et qu'on puisse avoir une réelle photo de ce qu'il fait à ce moment-là. Sachant qu'on vise toujours, on l'a dit tout à l'heure, c'était pas l'idée, c'est pas de se dire je pense que c'est la recherche qui montre ça, qu'on baisse pas le niveau. Au contraire, on vise toujours le plus haut. Et en fonction de ce qu'on va voir, soit on reste sur du plus haut, soit on va redescendre un petit peu au niveau de ce qu'on peut attendre de l'élève, au niveau de ses compétences, etc. Mais toujours en gardant une marge d'exigence. Et là, le CPE vraiment a toute sa place là-dedans, puisque lui, il voit l'élève, certes, dans la classe, puisqu'il a des informations, mais il le voit aussi sur les autres temps. Et on sait comme il est important de pouvoir observer les jeunes hors classe pour éviter
ce qui peut stigmatiser, ou un élève qui ne va pas communiquer en classe, on ne pourra pas dire en fait il ne communique pas. S'il ne communique pas dans la classe, mais qu'il communique avec ses camarades, qu'il communique avec les CPE, avec les assistants d'éducation, on va pouvoir réfléchir autrement. Qu'est-ce qui dans la classe fait obstacle à sa communication ? On reste factuel, mais on ne pourra pas dire c'est un élève qui ne communique pas. Donc l'importance des regards croisés, et en particulier du vôtre, il me paraît quand même fondamentale. Non, c'était très bien, c'est très intéressant. Et en fait, on voit bien pour chacun en fait, le travail en collaboration entre les différents acteurs. Justement, par rapport à ces différentes expériences de travail collaboratif, quels sont selon vous vraiment les leviers ? Parce qu'on peut observer parfois des difficultés à mettre en œuvre ce travail collaboratif. On entend pas mal parler de freins, mais on ne l'a pas trop évoqué. Et du coup, c'était aussi une volonté de le faire pour être plutôt sur la question des leviers. Quels sont, selon vous, ces leviers au travail collaboratif qui souhaitent Je pense qu'en établissement, il y a aussi des moments où propice à l'échange d'informations. En tant que CPE, on a quand même les temps de cellules de veille, de GPDS. Ça, c'est un moment fort quand même de regard croisé et d'échange et de partage d'informations. Donc, alors, il peut y avoir plusieurs formes, puisque la composition est assez libre au niveau du GPDS, mais bien souvent, on y retrouve l'infirmière, l'assistante sociale, le psychologue. Nous, on a fait le choix d'inviter parfois, alors pas sur tous les GPDS, mais parfois les partenaires extérieurs dont je parlais, le PRE par exemple. On travaille aussi avec le CAPEP, donc avec des acteurs de liaison sociale, donc qui sont parfois présents au sein de l'établissement, mais aussi en dehors, dans les quartiers. Donc on invite certains partenaires sur ces moments d'échange. Alors après, il faut toujours faire attention à quelle information on va dire. En fait, on transmet les informations que le partenaire a besoin d'avoir pour exercer ses missions. Mais bien sûr, tout à l'heure, on en parlait, toujours avec une éthique de travail. Notre premier partenaire, ça reste le jeune et sa famille, et on doit veiller à garder le lien de confiance avec le jeune et la famille et le pérenniser. Donc effectivement, on échange les informations, mais il faut faire attention aussi de ne pas trahir la confiance du jeune et de la famille. Et ce regard croisé et ce temps d'échange formel au sein de l'établissement, qui est très régulier au sein de l'établissement, va nous permettre de mettre en place des stratégies et des actions conjointes, des entretiens, on le disait tout à l'heure, des entretiens ensemble à plusieurs. Ça se fait de plus en plus au sein des établissements. Sur certains moments, notamment dans le programme phare aussi, quand on est confronté à du harcèlement scolaire, ça peut être intéressant de mener les entretiens à plusieurs professionnels, le CPE avec un collègue, avec la psychologue, avec l'infirmière, selon la situation en question. Mais moi, je pense que ces temps formels qui sont dans l'emploi du temps déjà sont très importants, et la cellule de veille, le GPDS, sont des moments clés pour le travail collaboratif. Je dirais aussi qu'un des leviers, en fait, c'est vous, c'est le CPE. C'est un levier pour favoriser et développer la collaboration. Parce que vous allez voir, vous allez peut-être avoir beaucoup aussi de frustration dans vos métiers, parce que vous allez devoir gérer des situations parfois conflictuelles ou de décrochage dont vous n'êtes pas à l'origine. On l'a entendu tout à l'heure. Parfois, il y a des relations avec des parents, avec des enseignants qui génèrent des conflits qui, donc, du coup, va faire en sorte que l'élève va développer tel ou tel symptôme, du décrochage scolaire, de la fuite, des perturbations. Et en fait, ça va vous retomber dessus et vous allez devoir, en effet, trouver des stratégies pour essayer de sortir le jeune de la spirale négative dans laquelle il s'enferme depuis autant d'années. Et en fait, la collaboration, c'est un levier. Et donc vous êtes acteur de ce levier pour lever les freins. Je vais citer un exemple aussi concret pour rebondir sur ce que disait mon voisin. J'ai eu la chance d'aller regarder ce qui se passait dans ce collège d'autorégulation à Saint-Amand-les-Eaux. Et depuis, en fait, j'ai envie d'y envoyer toutes mes équipes tous les ans. Donc d'ailleurs, je vais prendre vos coordonnées parce qu'ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas, donc je vais venir chez vous. Parce qu'en fait, l'école inclusive, c'est extrêmement complexe. Le prof le vit très très mal.
Il le vit très très mal parce qu'il est devant un public de plus en plus hétérogène. Finalement, tous les élèves sont des élèves à besoins éducatifs particuliers. Le prof pense qu'il faut qu'il ait toutes les formations possibles et inimaginables sur tous les 10 qui existent pour pouvoir être opérationnel face à telle ou telle problématique d'élèves. En fait, il n'est pas du tout, il a du mal à sortir et à se mettre dans une posture d'éducation universelle. Donc c'est extrêmement complexe de lui faire sortir la tête de sa difficulté, et certains vont être épuisés parce qu'ils vont mettre du temps sur leur prep, et en fait ça ne va pas marcher parce que le jeune à ce moment-là, il a décidé que ça ne marcherait pas. Et donc du coup le prof il est éreinté, excédé, et donc forcément un prof excédé va générer des tensions avec le jeune qui va arriver chez vous. Et vous, en fait, du coup, vous allez vous retrouver avec ça et vous n'allez pas savoir quoi faire parce que ça reste complexe. Dans mon établissement passé, je voyais qu'en fait, j'avais une super prof qui a très vite été référente EBEP. Vous allez voir, on adore les référents. Et bien souvent, le CPE est référent de beaucoup de choses. Donc, la référente EBEP était ultra calée sur les sciences cognitives. Elle adorait ça, elle y passait tous ses week-ends. Donc, je lui dis, toi, tu vas être une super référente. Et en fait, au bout de quelques mois, bien entendu, elle était référente PIAL aussi. Donc, elle a commencé à pleurer dans mon bureau en disant « C'est horrible, j'y arriverai pas, toute la salle des profs, je me la suis mise à dos, c'est trop compliqué. » Et donc, en fait, grâce notamment au pas de côté que j'ai réussi à faire dans ce collège que j'ai vu, en fait, un prof qui parle à un prof, ça va parfois pas permettre d'entendre le bon message. Un CPE qui parle à un prof, ce sera pareil. En fait, on fait partie de la même boutique, de la même culture. Malheureusement, il y a une forme de jugement parfois entre les collègues. C'est compliqué, et d'ailleurs, c'est toute la charge du chef d'établissement d'essayer de mettre en place une culture d'établissement assez sereine et solidaire, mais vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et en fait, parfois, lorsqu'on fait un pas de côté, et c'est un éducateur qui parle à un prof, et là, tout d'un coup, voilà, les chakras s'ouvrent et ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et donc du coup, finalement, la collaboration provenant d'une autre culture, parce qu'elle va arriver par un autre endroit, mais pour atteindre finalement le même objectif qu'est celui de la réussite éducative qui dépasse la réussite scolaire du jeune, va permettre à l'enseignant de se dire « Ah mais oui, en fait, si je faisais autrement, ça pourrait peut-être marcher ». Et ça, de pair à pair, parfois c'est compliqué de l'entendre. Donc la collaboration va permettre d'apporter un autre regard. Et l'enseignant, il faut le dire, il est quand même souvent cloisonné dans sa salle de classe, dans son emploi du temps. Le CPE ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment votre force. Quand vous êtes CPE, vous êtes assez libre, toujours sous l'autorité du chef d'établissement, mais n'empêche que vous êtes assez libre dans vos actions. Et donc, du coup, vous pouvez créer ces collaborations qui vont permettre à un tel et un tel de poser un autre regard sur la situation, sans vous être ni donneur d'ordre, ni expert, parce que vous ne l'êtes pas. Vous avez simplement l'humilité de pouvoir avoir capté qu'il existe ça et ça et ça sur le territoire, et vous allez favoriser la rencontre qui va faire qu'à un moment donné, le regard croisé va atteindre son objectif et va permettre à la situation du jeune de peut-être voir la lumière au bout du tunnel. Donc la réponse, c'est vous êtes le levier. Effectivement, l'intérêt de tous les dispositifs qui rentrent aujourd'hui dans les établissements, c'est de se présenter comme un tiers parce qu'il n'y a pas de parti pris. On n'est ni enseignant, on n'est ni CPE, on n'est ni membre de la direction, on appartient à un autre établissement. Donc le devoir de neutralité, il est là. Et l'intérêt, c'est d'amener le désir et la concrétisation de la co-intervention. La co-intervention, c'est pas de dire l'éducateur ou le CPE ou le psychologue va apprendre au prof à faire autrement. C'est inviter la personne qui a un souci avec un jeune, une difficulté, un conflit, à venir voir ce qui se passe ailleurs, voir ce qui fonctionne avec ce jeune ou avec un autre souci dans l'établissement pour s'en inspirer. Ça permet aussi d'apprendre dans le travail à rebondir l'un sur l'autre, à dynamiser aussi la pratique et à souvent dissoudre et aller chercher des clés à un petit problème qui peut au final en devenir un grand. Pour alimenter également là, par rapport à ce que viennent de dire les collègues, 2 points. Le premier quand même, je pense, mais ça c'est valable pour tous nos métiers, patience et détermination.
Voilà, c'est-à-dire que si vous voulez mener quelque chose, CPE, directeur d'établissement, peu importe, patience et détermination. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on va travailler sur la temporalité, même si certaines fois on peut nous pousser à faire un certain nombre de choses. Voilà. Soyez déterminés sur un objectif que vous souhaitez atteindre et ensuite, voilà, un peu de patience, parce que certaines fois on ne peut pas régler les choses du jour au lendemain. Si je vous dis ça, je rebondis également avec l'autorégulation. Forcément, au départ, volonté commune, voilà, principal du collège, directeur d'établissement, on est tous volontaires pour monter ce projet-là. C'est pas pour autant que la première rencontre entre l'équipe ESMS et l'équipe d'enseignants s'est passée de manière très... Alors, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas été positive, c'est pas ça non plus. Mais en tous les cas, il a fallu aussi que ça se crée. Hein. Pareil avec aussi le CPE et l'équipe d'AED. Il a fallu aussi que ça se crée. Hein. C'est-à-dire, c'est quelles conditions derrière on met derrière tout ça. Pour la petite histoire, parce que soit on se formalise, soit on y est suffisamment patient et déterminé en se disant ça va avancer. Je prends l'exemple très concret. Donc nous avons eu la chance de pouvoir faire 2 fois 3 jours de formation pour l'ensemble des professionnels, éducation nationale comprise. Alors c'est pour la petite histoire, mais sachant que la formation est financée par le SMS. Voilà, puisque c'était comme ça faisait partie du deal entre guillemets, et c'est aussi comme ça qu'on a voulu le porter. Bref, pour que ça puisse se faire, l'éducation nationale, donc au niveau de l'académie, pose la chose en disant très bien pour la formation. Néanmoins, donc ce sera le mardi, le mercredi et le jeudi. Puisque le lundi, vous accueillez les élèves, vous proposez du travail, etc. Et le vendredi, il y a restitution du travail, etc. Ce qui fait qu'il y a quand même une cohérence dans la prise en charge scolaire des jeunes. Parfait. Le mardi se passe, alors après c'est la première rencontre avec tout le monde, donc le mardi se passe de manière plutôt positive, et le mercredi arrive la problématique du mercredi après-midi. Alors, je n'en veux à personne, l'idée c'est pas... Mais effectivement, dans une organisation classique, éducation nationale, collège, les enseignants ne travaillent pas le mercredi après-midi. Première session, puisque je vous ai dit 2 sessions, 2 fois 3 jours, première session, 2 enseignants présents sur 38. Bon, c'était un fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se formalise là-dessus? On ne fait pas? Est-ce que, voilà. Moi, je ne leur jette pas la pierre. C'est une organisation. Il y a d'autres enjeux. Il y a d'autres choses qui doivent se travailler. OK. Deuxième session, donc 1 mois et demi après, ce n'est pas 2, ils sont 8. Alors, vous pourriez me dire, que 8. Mais 8. Ce qui veut dire que entre la première session et la deuxième session, on a quand même on a multiplié par 4 le nombre d'enseignants. Donc après, on peut faire les statistiques comme on le souhaite. Mais de là... parce qu'il y a des convergences qui ont eu lieu par rapport à ça. Aujourd'hui, on a des enseignants qui ne faisaient pas partie des 8, qui viennent solliciter l'équipe d'autorégulation pour échanger par rapport à une situation, pour échanger avec la psychomote sur comment on tient le stylo, pour essayer de voir comment on pourrait faire lorsque le jeune est en étude avec le CPE et les équipes de surveillants, comment on pourrait faire effectivement pour avancer dans le process de ce jeune-là. Enfin, voilà, on en est là. Bon, alors c'est récent tout ça, hein. Forcément on a démarré en septembre, je vous parle encore avec tout ce regard très prometteur et très positif. Alors, est-ce que je suis utopiste ou pas, ça j'en sais rien. En tous les cas, on voit quand même une avancée et une réelle volonté des enseignants et effectivement aussi de l'équipe ESMS de travailler ensemble. Et le dernier point, et après je laisse la parole parce que vous me posiez la question, on a eu la chance aussi dans ce collège d'avoir des enseignants qui étaient déjà énormément dans l'inclusion. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà créé des classes flexi, hein, donc avec énormément de choses. Donc c'est une avancée par rapport à d'autres enseignants qui ne le font pas ou quoi que ce soit. C'est bien. N'empêche que l'équipe ESMS, quand elle a vu effectivement la classe flexi, par rapport à certaines situations, elle a dit oui, mais là, c'est bien de mettre une élastique sur la chaise, mais pour ce jeune-là, c'est peut-être moins adapté parce qu'elle est trop hausse ou elle est trop souple. Et l'avantage finalement de l'équipe de SMS, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est de partir justement de ce qui existe et de dire mais par rapport à ce jeune-là et par rapport à ma compétence, je pense qu'effectivement il est important que l'élastique soit posé plus haut parce que de par sa taille, c'est par ce truc, etc. Et là, l'enseignant, il entend ça. Il entend qu'on ne remet pas en cause sa dynamique par rapport à la classe flexi, il entend qu'on ne remet pas en cause par rapport à sa dynamique de classe, mais que c'est bien un accompagnement plus spécifique par rapport aux jeunes. Et pour en revenir à ce que vous disiez, moi ce qui me semble intéressant finalement, c'est qu'on arrive petit à petit à la dynamique où c'est le jeune qui est l'élément central.
C'est pas le cours de français, c'est pas le truc, etc. C'est bien le jeune. Et finalement, nous, en tant qu'équipe, moi, en tous les cas, c'est une commande que j'ai faite auprès de mon équipe, c'est pas de venir savoir si le cours il est bien fait, il n'est pas bien fait, si on est d'accord ou quoi que ce soit. Ça, c'est un autre débat. L'idée, c'est effectivement que l'équipe SMS qui va intervenir près de l'enseignant puisse apporter un soutien par rapport à sa connaissance de la problématique du jeune. Voilà. Nous, c'est le TND. Il y a après le 10, il faut peut-être développer des choses, etc. Mais en tous les cas, à la base, c'est le TND. On a des professionnels qui sont compétents dans le domaine. Les enseignants, ils sont compétents en français. Mais comment on va faire que la compétence français et la compétence, finalement, TND puissent se rejoindre pour le bien-être du jeune? Et ça, finalement, on a beaucoup d'enseignants qui sont assez sensibles à ça. Et alors, j'ai aucun souci avec l'équipe, avec la CPE, forcément. Bon, elle est arrivée, donc il y a une autre CPE qui va prendre le relais, et avec l'équipe également des surveillants. Tout le monde converge vers ce point-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif, quoi. Mais par contre, patience et détermination, quand même. Je le redis 3 fois, mais ça va être important. Merci beaucoup. Pour finir, pour clôturer un peu cette table ronde, on voulait finir par une question qui était quelles sont selon vous les précautions, les recommandations que vous pourriez faire pour favoriser ce travail collaboratif? Lise, peut-être? Alors, moi, je pense qu'en termes de... Voilà, pour pouvoir favoriser ce travail collaboratif, je vais le dire de manière un peu crue, il faut que chacun reste à sa place. Alors, je m'explique, pour pas crisper. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment ce que je pense. Il y a de la place pour tout le monde, mais à condition que chacun reste à sa place et sache quelle est sa place. C'est-à-dire que quand on va travailler... tous ensemble, tous autant qu'on est, on l'a dit, il y a les partenaires internes, les partenaires extérieurs, etc. Il faut être au courant des missions de chacun. Le qui fait quoi, je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure, le qui fait quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des moments de rencontre au sens fort. Il ne suffit pas de se réunir pour se rencontrer, il faut vraiment pouvoir être à l'écoute de ce que va dire l'autre, de la parole de l'autre. Et là, a priori, ça fait vraiment partie de votre rôle de CPE, de recueillir la parole, de mener des entretiens. Donc là, je n'ai pas du tout de doute sur le fait que vous soyez vraiment à l'origine de ces temps, en tout cas de pouvoir impulser tout ça. Mais vraiment avoir cette précaution-là, c'est-à-dire que je sais quelles sont mes missions, je sais quelles sont les missions de l'autre et quelles sont ses compétences. Mais ce n'est pas juste pour savoir quelles sont ses compétences, c'est pour savoir qui fait quoi, à quel moment, et se mettre autour de la table des négociations dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir arriver à quelque chose de commun qui permette de respecter le champ d'expertise et de compétences de chacun. Enfin voilà, c'était juste ça pour moi. Mais ça, c'est vrai que c'est une règle de base. Autre règle, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la personnification, bien accueillir avec le plus de bienveillance possible la difficulté et ne pas juger le travail de l'autre pour pouvoir réussir à fonder une collaboration très horizontale. Et j'ai même envie de dire, depuis que je pratique, parce que c'est une question de posture et ça ne s'acquiert pas forcément tout de suite. C'est parfois aussi avec l'expérience qu'on arrive à bien comprendre des enjeux de système et des fonctionnements qui doivent être déverrouillés pour sortir des difficultés. Parce que bien souvent, l'être humain est fait ainsi. On va rentrer dans la personne alors qu'en fait, la difficulté vient du fonctionnement. Et vous êtes chef de service, vous êtes aussi dans un fonctionnement et vous êtes parfois à l'origine d'un fonctionnement. Donc, ayez bien, moi je vous invite à adopter cette posture. Et surtout, quand vous avez cette posture-là, limite continuez à la voir quand vous invitez des parents autour de la table. Parce que lorsque le parent, vous le mettez également comme au sein d'un plateau technique, d'une cellule de veille, et que lui aussi, en fait, parce qu'il est en difficulté, vous le mettez au même niveau qu'un professionnel de ce qu'il est, de sa parentalité, eh bien, la relation n'est pas du tout la même. Et en effet, là, le parent comprend que vous êtes en train de vous triturer l'esprit avec vos collègues à essayer de trouver une solution pour son jeune. Parce que le parent va arriver... Il va direct se dire, de toute façon, ils vont me juger, c'est moi qui dois m'excuser pour mon fils, ma fille qui fait n'importe quoi, mais ils ne savent pas à quel point j'ai des galères à n'en plus finir. Et là, quand vous accueillez un parent dans cette posture d'ouverture, de collaboration, ben forcément, tout de suite, le parent va baisser les armes. Bien souvent, il va pleurer d'ailleurs, parce qu'il va se dire, enfin, on va commencer à m'écouter et on va commencer peut-être à construire quelque chose avec moi et pas à ma place ou pas contre moi. Et ça, en fait, pour moi, c'est ça la coéducation. C'est vraiment un travail en horizontalité, dans le respect des missions de chacun et des responsabilités de chacun.
Je suis tout à fait d'accord avec tout ça de mes collègues en plus. Et autre élément, moi je pense que la collaboration s'anticipe. Je m'explique. Le métier que vous allez faire, c'est un métier où on gère beaucoup de l'urgence, de l'instant T. Dans cet instant T, on attend la collaboration, mais elle n'est pas innée. Ça se travaille, ça se construit. Et je pense que si en amont, on est d'accord pour travailler entre les différents acteurs, il faut initier un certain nombre de choses pour que le jour J, on soit effectivement en capacité de travailler ensemble. Donc je crois que vraiment un des mots-clés pour la collaboration, c'est l'anticipation, pour que justement, le jour où on a des difficultés, qu'on soit en capacité de travailler ensemble. Et l'autre point qui me semble aussi important, c'est que comme on est dans l'urgence, on gère souvent des situations de tension, il n'y a pas que des situations de tension dans nos établissements. Il y a aussi des moments où ça se passe bien. Il y a aussi des jeunes qui vont bien. Et il faut aussi regarder ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi donner à notre travail une légitimité, se dire que oui, il y a quand même des choses qui vont. Et il faut aussi, viscéralement, en tous les cas, y croire. Voilà, je pense que ça sont des éléments importants. Ouais, juste rajouter de prendre bien conscience que le jeune est à la place centrale de la prise en charge, qu'il est important de ne pas perdre sa confiance, de ne pas perdre la confiance de la famille et de toujours penser à l'intégralité des partenaires qui transitent autour de sa prise en charge, parce que parfois c'est le petit partenaire anodin qui va faire que vous allez trouver les clés pour répondre aux besoins du jeune. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Et de ne pas hésiter aussi auprès de la famille à expliquer les choses, à dire, à expliquer, à rassurer. Ça, c'est très important. Les familles, elles ont aussi besoin d'être rassurées et les jeunes également. Merci beaucoup. On vous propose un petit temps de questions, 5 minutes, parce qu'on a dépassé un petit peu, mais je pense que... on clôture à 30. Y a-t-il des questions? Oh là là, vous savez. Pardon. Du dispositif d'autorégulation, enfin, si on peut avoir ensuite un petit peu de documentation sur ce qui s'y fait, je trouve que ça serait intéressant de le partager. Alors, là maintenant, ou que je puisse transmettre, et puis dans ces cas-là, oui, d'accord, non, sans souci. Ce que je peux faire également, je vous donnerai, on a fait un flyer, et puis si vous souhaitez, vous pourrez me contacter. Si ça vous va, on peut en discuter, échanger, il n'y a pas de souci. Ouais. Je ne sais pas précis. Y a-t-il des questions? Moi, j'en ai une petite. On a beaucoup parlé des leviers, etc. Il y a une question en tout cas, il y a un élément qui revient beaucoup, c'est la question du langage ou du vocabulaire. Je ne sais jamais comment l'exprimer. C'est-à-dire qu'entre les différents acteurs, on n'utilise pas, en fonction de son statut, de ses missions, de son métier, les mêmes mots pour parfois parler quand même de la même chose. Est-ce que, comment vous faites pour travailler ces éléments-là? C'est large, je ne sais pas qui. Alors, très honnêtement, très rapidement, en ce qui nous concerne, quand on est arrivé dans le collège, il y avait tellement de sigles que j'ai demandé un glossaire. Voilà. Et du coup, comme j'ai demandé un glossaire, on en a fait un aussi pour eux. Et donc, on a, à l'index de projet, on avait chacun un petit glossaire avec à quoi correspondent les sigles. Parce que sinon, on ne s'en sortait pas. Donc, voilà, on a fonctionné comme ça, en tous les cas. Ouais, c'est exactement ça à quoi je pensais. Les sigles, on est les champions des sigles. Et en lycée professionnel, c'est encore pire. C'est encore pire. Non. Oui. Ouais, chacun a son jargon, c'est drôle. Oui, en fait, pour répondre à la question, on voit ça aussi quand on fait les liaisons en fait, avec les coordos Ulysse collège et coordos Ulysse lycée pro, justement pour le parcours d'orientation des jeunes avec tous ces sigles qui sont compliqués. Donc en fait, on essaye vraiment de vulgariser au maximum. On utilise bien sûr les sigles parce qu'il faut se les approprier, mais on essaye aussi systématiquement de les rendre accessibles de la même manière qu'on le fait sur notre enseignement. En fait, on le fait
aussi quand on rencontre les familles pour essayer voilà, de les rassurer aussi, de rassurer les jeunes. Donc vous parliez du métier de l'automobile. Nous, on est aussi dans un établissement où il y a de l'automobile. Voilà, on ne va pas forcément leur donner, voilà, toi tu vas entrer sur un bac pro CPA, voilà, on va leur dire que c'est de la carrosserie, peinture automobile, etc. On va essayer de vulgariser pour que ça reste quand même accessible au plus grand nombre. Et on le fait aussi avec les partenaires. Et quand on travaille avec le médico-social, bah facilement, les relations elles sont assez faciles en termes de posture. Enfin, ça dépend de la posture, c'est toujours la même chose. Mais de se dire, bah voilà, quand on parle de cette chose-là, en disant, bah, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous utilisez un autre mot? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur quelque chose, un concept qui soit commun, pour qu'on sache qu'à ce moment-là, on parle de la même chose, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment dans de l'accessibilité. Alors, pour ce qui est de chez nous, on passe beaucoup par l'assistante sociale parce qu'on est confronté à des familles qui ne savent pas lire. Alors, les acronymes et qui ne savent pas écrire. Donc, souvent, nos assistantes sociales convient les familles parce que forcément, la maîtrise du tissu social et des conditions familiales font qu'elles savent s'il va y avoir une demande d'aide, que ce soit pour les démarches d'orientation que pour les démarches de logement ou d'aide sociale. Oui, et souvent les CPE sont quand même dans la boucle quand il s'agit de faire toutes les orientations des élèves, les vœux, etc. Donc c'est aussi super important d'avoir quelquefois des outils. Il y a des choses qui existent, hein. Il y a des leviers, il y a des... Enfin, voilà, nous on avait travaillé sur le bassin justement pour travailler sur l'orientation. On a retravaillé ça avec les CPE, en accord avec eux bien sûr, sur justement un support, un canevas qui reprend les grands domaines, automobile, commerce, restauration. Comme ça les jeunes disent moi j'aimerais travailler dans l'automobile, et du fait on leur dit voilà, dans l'automobile, sur le secteur, voilà ce que tu as tel établissement qui fait ça, celui-là propose le CAP ou propose le bac, et du fait ça permet de reprendre derrière les vrais acronymes, mais en ayant une entrée beaucoup plus large qui corresponde à ce que connaît le jeune en fait. Y a-t-il d'autres questions ? Je vous propose du coup qu'on clôture cette journée. Je voulais tous vous remercier pour d'avoir répondu présent, pour votre participation et puis pour votre partage d'expérience. Moi j'avais beaucoup apprécié à organiser et à vous contacter pour cette journée, et d'avoir vraiment ces regards croisés entre les différents professionnels, au service vraiment de la scolarisation de tous les élèves. Ça nous tenait à cœur, Caroline et moi, d'avoir cette table ronde. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, Serge, on lui enverra un petit mail pour vos conférences. C'était vraiment très intéressant. J'espère que, nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous lors de cette journée. Et j'en profite, Caroline l'a fait ce matin, mais je vais remercier, alors je ne vais pas tous les nommer parce que je vais en oublier, mais tous les services pour l'organisation de la journée qui ont vraiment facilité. Et merci aussi à vous trois pour nous avoir fait confiance sur la thématique.